Seydou Nourou, vous l'avez dit, mesdames, messieurs, bonsoir. Notre invité, Dr Alioune Mbaye, expert en développement local et communautaire, directeur de l'Institut africain de développement local. Dr Mbaye, bonsoir. Bonsoir, M. Diba. Quelle appréciation faites-vous de l'assouplissement des mesures annoncées aujourd'hui? Il faut d'abord me donner l'opportunité de vous saluer et vous réitérer cette opportunité que vous me donnez. Je pense que aujourd'hui, il faut se féliciter du fait qu'il y a eu une volonté d'adaptation des mesures aux réalités et au contexte. Bon, je l'annonçais, je pense que c'était au niveau de vos ondes, que les grandes décisions partent d'une maîtrise des informations stratégiques, tactiques et opérationnelles. C'est de la grandeur alors de savoir adapter les décisions en fonction du contexte, tout en apportant bien sûr des mesures d'accompagnement. Mais docteur Alioune Mbaye, certains parlent d'incohérence dans la gestion de la pandémie par le gouvernement. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous étions très engagés dans une phase institutionnelle de la lutte. Et si vous constatez ces derniers temps, on se rapproche davantage d'une perspective communautaire. Il faut s'en féliciter. C'est vrai, le propre de toutes les décisions est lié au fait qu'elles soient soumises à la rigueur de la flexibilité et de l'itérativité. Je pense que c'est extrêmement important si on se rend compte qu'une décision semble moins adaptée, que l'on prenne toutes les mesures nécessaires pour se réadapter. C'est en fait ça, la lecture des décisions par rapport au contexte. Bon, peut-être si on avait essayé d'analyser le contexte, on verra certainement l'ensemble des éléments qui ont milité en faveur de la reformulation des décisions qui se sont traduites par un allègement des mesures. Ce qu'on constate, c'est que ces mesures annoncées n'apparaissent pas comme un processus mûrement réfléchi. Je pense vraiment à la décharge de tout ce qui a été dit. Au début, on a quand même vu qu'il y avait eu des revendications de part et d'autre. Certaines étaient liées à l'économie, d'autres au culturel, d'autres peut-être même à la liberté de mouvement. Mais l'ensemble de ces éléments représente à mon avis des informations stratégiques qu'il fallait essayer d'exploiter, qu'il fallait essayer de lire pour pouvoir adapter les mesures. Mais justement, en adaptant les mesures, il fallait obligatoirement interroger la réalité des chiffres, des statistiques au niveau de la situation pandémique. Parce que les premières mesures d'assouplissement étaient prises au lendemain de ce qu'il s'est passé à Kaolack. Aujourd'hui aussi, on voit d'autres mesures d'assouplissement après des manifestations un peu partout dans le pays. Oui, je pense que, comme j'ai à vous l'annoncer tout à l'heure, tout est question de contexte. Je pense que c'est quand même très important et à mon avis très appréciable que l'on puisse adapter des décisions au contexte. Bon, ce serait intéressant peut-être que l'on puisse formuler des décisions en amont en prenant le maximum de temps et de précautions. Mais il est, à mon avis, extrêmement important à chaque fois d'adapter les décisions, mais en adaptant les décisions aussi, s'il est vrai que les décisions sont destinées aux communautés, aux citoyens, il est important quand même de recueillir leur avis. Au nom de quoi? Au nom de la logique participative et de l'inclusion. Vivre avec le virus, est-ce que vous pensez que cette invite du président de la République est bien comprise par les populations? À ce niveau, je pense qu'il y a tout un travail à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, au début, on n'a pas trop activé le levier communautaire à travers une responsabilisation accrue, à travers une implication dans la lutte et même à travers la prise en charge des dispositifs de communication à la base. Alors, aujourd'hui, la réalité est que les communautés sont trop rivées à leurs besoins spécifiques et à leurs aspirations. Et c'est justement en ce moment qu'il faut redéfinir une autre communication, celle-là même plus adaptée aux réalités communautaires. Celle-là même qui va être portée par d'autres catégories qui vont s'impliquer davantage dans la lutte pour que soit traduit effectivement l'engagement et la mobilisation communautaire. Mais comment mobiliser la communauté et quels acteurs doit-on mobiliser? D'abord, il faut préciser que quand on parle de mobilisation et d'engagement des communautés, il y a nécessité de recentrer la lutte
de recentrer le combat contre l'épidémie à travers ce que je peux appeler une territorialisation de circonstances. Quand on parle de territorialisation de circonstances, c'est surtout lié au fait que le volet institutionnel a un peu balisé le terrain. Aujourd'hui, on va aller nous réfugier derrière des principes définis par la décentralisation et la déconcentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales au niveau de leur territoire doivent définir ce que nous pourrons appeler des stratégies territorialisées et spécifiées en fonction vraiment de l'ampleur de la maladie. Alors de ce point de vue-là, il serait extrêmement important que l'on mette à côté de la collectivité territoriale les services déconcentrés de l'État qui participent à la gestion de la santé en tant que compétence transférée. Ensuite, il s'en suivra maintenant les ONG, les partenaires techniques et financiers et surtout les organisations communautaires à la base. Mais là, ça ne pourra pas donner de grands résultats si on ne prend pas le temps de clarifier les rôles et les responsabilités. Sur le plan matériel, sur le plan technique, sur le plan social, il y a tout un ensemble de mesures qu'il faut combiner pour qu'on puisse aujourd'hui se redéployer sur le terrain de la territorialisation de la lutte. Mais territorialiser la lutte voudrait certainement dire qu'on y aille avec le maximum de précautions pour que les communautés s'impliquent, s'engagent et que la pandémie ne puisse pas progresser parce qu'on a assoupli les mesures. Les communautés, souvent, elles s'identifient à des personnalités religieuses. Mais est-ce que vous pensez que ces chefs religieux, par exemple, sont suffisamment impliqués dans le combat contre cette pandémie? Bon, vous savez, dans le cadre d'une approche communautaire, c'est important de préciser que les catégories d'acteurs communautaires sont diversifiées et multiples. C'est vrai, les leaders religieux sont des chefs d'opinion, écoutés et suivis. Mais à côté aussi des chefs religieux, il y a d'autres catégories de porteurs d'enjeux. Et à mon avis, ces porteurs d'enjeux dans le territoire, il suffit qu'ils s'approprient de la stratégie communautaire. Ils seront certainement capables de servir de levier pour une prise en charge de mesures énergiques et capable de nous aider à ne pas laisser la pandémie progresser. Bon, justement, chez nous, on dit que dans le cadre d'une approche communautaire, tout acteur est efficace quand il est suffisamment informé, formé et sensibilisé. Quel que soit le type de catégorie, l'information, la formation et la sensibilisation doivent être, à mon avis, des opérations permanentes. Et c'est là qu'on va peut-être avoir la possibilité de pouvoir avoir des acteurs à la base qui s'activent, qui se concertent et qui mettent en œuvre des stratégies capables de relayer l'ensemble des mesures qu'on a prises au niveau macro-stratégique. La pandémie n'a pas l'air de reculer au Sénégal, mais manifestement, les populations ne sont plus réceptives aux messages qui leur sont adressés. Alors, sur quel levier peut-on encore s'appuyer? Bon, je pense que quand même les populations sont aujourd'hui convaincues que la maladie existe. C'est vrai, les chiffres qui ont été donnés ce matin par le ministre sont quand même assez encourageants en termes de résultats. Cela veut dire que nous avons quand même, à partir de l'ensemble des approches mobilisées, contribué à la maîtrise de la situation. Mais aujourd'hui, on doit continuer le combat sur le terrain communautaire. Il faut spécifier la communication par rapport à la cible, d'abord, et aussi le contenu et les moyens de communication. Je donne un exemple très simple. Dans tous les districts du Sénégal, les districts sanitaires du Sénégal, nous avons des relais communautaires, nous avons des badjanogos et nous avons des organisations spécifiques à la santé et qui travaillent avec ce que nous appelons les comités de développement sanitaire. Voilà les structures qu'il faut impliquer dans la lutte. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on pense qu'il y a une communication quand c'est relayé par la radio et la télévision. C'est une erreur. Une communication est définie en fonction d'une situation problématique qu'on va changer. De deux, la communication est déterminée en fonction de la cible. Mais l'autre aspect qui est important dans le cadre des approches communautaires, c'est que le contenu de communication et le moyen de communication est important. D'ailleurs, vous avez pu voir que avec les mesures, les ONG ne pouvaient plus partir sur le terrain, faute de laisser passer. Cela a contribué à enfoncer davantage les personnes les plus vulnérables dans le gouffre d'une vulnérabilité manifeste. C'était aussi important qu'on sache qu'il y a des acteurs qui sont là, qui devaient communiquer avec les populations, sensibiliser les populations et les donner la possibilité de jouer un rôle avant-gardiste. Mais docteur, vous devez constater que les populations ne semblent plus avoir peur de cette maladie. Je pense
à mon humble avis, qu'il y a un anéantissement de cette peur lié au fait que, au niveau communautaire, on n'a pas senti en réalité les risques, les problèmes causés et les stratégies développées en fonction de ce que nous rencontrons. Mais si on fait le tour du Sénégal, très rapidement, on verra que chacun prend des précautions. On verra des ménages où on a mis un dispositif de lavage. Au moins, les gens portent les masques, c'est intéressant. Mais un comportement, il ne se généralise que lorsque il y a le développement d'une conscience collective accompagné d'une communication soutenue. M. Diba. Par rapport à la reprise des cours à l'école pour les classes d'examen, vous pensez qu'on peut y aller, on peut reprendre l'école, les classes? Moi, mon avis par rapport à l'école en tant qu'enseignant, c'est quoi? C'est que l'école se déploie dans un terrain sécurisé, stable et exempt de tout risque. À mon avis, tant que nous n'avons pas une maîtrise réelle de la situation, c'est dangereux d'amener les élèves à l'école parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. On ne sait pas d'où viennent les enseignants. Il y a tout un ensemble de précautions quand même qu'il faudrait prendre. Et il faut aussi se dire que quand on regarde la cartographie des écoles au Sénégal, les écoles ne sont pas à un même niveau. Il y a des écoles au Sénégal qui sont des abris provisoires. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau. Dans ces écoles, il y a une réalité qui n'est pas favorable pour qu'on puisse, par exemple, continuer les cours pendant l'hivernage. Mais est-ce qu'il n'est pas plus dangereux de laisser reprendre la circulation interurbaine? La circulation interurbaine, avec le respect des mesures édictées ce matin par le ministre de l'Intérieur, à mon avis, c'est à notre portée. Oui, mais docteur, vous savez qu'il est beaucoup plus facile de faire respecter ces gestes barrières à l'école que dans la circulation, que dans les gares routières. L'école est dans un environnement spécifique. Oui. Organisé, un environnement spécifique, organisé, je suis d'accord, mais il y a des écoles qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore toutes les infrastructures requises pour que la lutte puisse continuer à se. Par contre, au niveau du transport, il y a quand même un certain niveau de maîtrise. Quand on respecte le nombre de places, qu'il y ait les mesures à la montée et qu'au niveau des gares routières qu'on suscite une nouvelle conscience, on peut bel et bien transporter les gens parce que le transport agit sur l'économie. Aujourd'hui, si vous fermez l'économie et le transport et le commerce, l'économie titupe. Docteur Alioune Niang Mbaye, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie, M. Diba. Je remercie tous vos auditeurs et surtout tous vos collègues de travail. Et j'en profite pour leur féliciter pour tout ce travail que vous avez quand même abattu en termes de communication. Merci à vous, merci à Pape Diba.